Extralabial, c'est l'essentiel de l'intimité, à lèvres déliées. Ce qui touche toutes les lèvres, dit à brûle-pourpoint, sans tabou, sans injonction. Des mots, des voix et des outils pour retrouver une intimité libre et parfaitement épanouie. Pourquoi ce podcast ? Pour créer un espace bienveillant où parler de sexualité sans gêne, sans vulgarité, mais avec conscience. Un échange libre entre Adnan, cofondateur d'Inti Essentials, et des invités inspirantes autour du bien-être intime et des silences autour du corps. Bienvenue Alix Garin, mille merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Extralabial pour venir nous parler aujourd'hui d'une thématique extrêmement taboue qui affecte pourtant énormément de personnes et pour l'ouvrir sur un sujet justement qui touche énormément. Si tu pouvais te présenter en quelques mots, ce serait fantastique. Merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Alix Garin, j'ai 28 ans, je suis autrice de bande dessinée et mon dernier album s'appelle Impénétrable et c'est un récit autobiographique qui revient sur plusieurs années de ma vie à partir du point de départ, avec comme point de départ le fait que j'ai souffert de vaginisme, qui est ce trouble de la sexualité que tu viens d'évoquer, qui est très tabou et qui rend douloureuse, voire impossible, ça dépend un peu les circonstances et les cas, la pénétration vaginale. Donc évidemment avec un impact très important sur mon couple hétérosexuel. Et à partir de ce point de départ-là, dans le livre, je reviens sur mon errance médicale et puis ensuite les ressources que j'ai pu trouver, médicales, psychologiques, pour essayer de guérir, mais au-delà de ça, de plutôt me soigner, c'est-à-dire me réapproprier mon corps, me réapproprier ma sexualité, m'interroger aussi sur ces choses-là que jusqu'alors, j'avais pas du tout questionnées et où j'avais marché un peu dans les chemins que je pensais tracer pour moi. Et à partir du moment où ça n'a plus marché, il a fallu remettre tout ça en perspective et se demander, mais au fond, moi, qu'est-ce que je désire ? Et c'est vraiment un récit sur le désir, et pas seulement le désir sexuel, mais le désir de vivre, le désir de s'affranchir des codes, de devenir qui on a envie d'être. Et donc, voilà un petit peu ce que le livre retrace de façon très, très sincère. Je voulais que ce soit sans phare. C'est très beau en fait ce que tu viens d'évoquer, cette notion de désir par rapport à quelque chose en fait qui semble être un trouble quasi mécanique. En tout cas, on va souvent le résumer à cette contraction involontaire qui vient survenir. Mais en fait, il y a souvent une décorrélation qui se fait, comme si on dissociait le corps et l'esprit. Or, effectivement, pour pouvoir désirer la pénétration, il faut créer le contexte, l'intimité, qui sont des notions justement très différentes et très relatives dans le temps et dans l'espace, parce qu'on peut créer l'intimité très rapidement avec une personne étrangère et on peut mettre des années à créer l'intimité avec quelqu'un qu'on fréquente au quotidien, ainsi de suite. Mais ce qui me semble, moi en tout cas, très intéressant et très interpellant dans ta démarche, c'est d'avoir quelque part explicité quelque chose dont la société ne veut absolument pas entendre parler, parce que c'est un peu comme un aveu d'être moins féminine ou d'avoir une féminité moins complète, ou de ne pas avoir accès à toutes les ressources que son corps a à offrir, entre guillemets, puisqu'il y a une telle injonction et il y a tellement en fait, de poids des scripts sexuels en matière de sexualité pénétrative que, in fine, quand on se retrouve face à cette impasse, à ce mur, tu as utilisé plein d'images sublimes dans la bande dessinée et plein d'allégories ou de métaphores pour pouvoir exprimer tout ça. On est complètement en fait perdu et déboussolé parce que c'est le corps littéralement qui refuse quelque chose, mais en réalité c'est l'esprit qui au préalable souffre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage sur la dimension anxiété, entre guillemets, ou manque d'information versus comment mon corps en fait peut se déverrouiller, peut comprendre et peut, in fine, accepter éventuellement un rapport pénétratif. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans tout ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment essentiel. Oui, c'est toutes les injonctions qui tournent autour de la sexualité, de la performance féminine dans la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'à posteriori, j'ai pris conscience que je l'avais tellement intériorisé, ces injonctions-là, qu'en fait, il n'y a même plus besoin de les entendre formuler pour se les appliquer à soi-même, sans que jamais on en ait parlé.
Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile à comprendre parce qu'on se dit, mais jamais personne dans la vie m'a dit, pour être une femme, faut que tu sois prise. Et pourtant, en fait, moi, c'est l'impression que j'ai. Et à partir du moment où c'est plus possible, j'ai l'impression de devoir quelque chose à mon partenaire, de le priver de quelque chose, de ne pas être complète, d'être littéralement handicapée. Et donc ça entraîne beaucoup de culpabilité. Et c'est un truc qui est essentiel, je pense, dans le vaginisme, la notion de culpabilité. Et cette culpabilité, ça me fait arriver sur la notion du corps et de l'esprit. C'est que du coup, on va outrepasser les limites que nous met notre corps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Entre les toutes premières apparitions des symptômes, où c'était encore très léger comme douleur, hein. Je veux dire, la pénétration était encore possible, mais ça piquait. Au début, ça piquait à la fin, puis ça piquait au milieu, puis ça piquait au début. Puis en fait, j'avais peur que ça pique. Donc en fait, ça faisait forcément mal. Et puis en fait, c'était de pire en pire. Je prenais de moins en moins de plaisir, etc. Et on rentre très vite dans un cercle vicieux qui est aggravé par le silence. Puisqu'en fait, ça, moi, je le taisais à mon partenaire. Alors que c'est quelqu'un dont je suis extrêmement amoureuse et réciproquement. C'est quelqu'un de super bienveillant, donc il n'y avait aucune raison de le lui cacher. Mais j'ai pris cette décision en mon âme et conscience. Et une dernière chose sur laquelle j'aimerais rebondir par rapport à ce truc du corps et de l'esprit, c'est que le vaginisme, en effet, il y a une notion psychologique qui est vraiment essentielle, surtout une fois que les symptômes sont vraiment mis en place et réguliers, récurrents. Alors là, forcément, on a peur, on anticipe la douleur, voire on en garde un trauma même une fois que le corps est rétabli et c'est difficile de revenir à la sexualité qu'on avait avant, etc. Donc il y a une notion psychologique énorme, mais ce n'est pas toujours le psychologique qui déclenche le vaginisme. Et ça, ces derniers mois, pour avoir eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de professionnels, ça peut parfois aussi être une fausse piste pour les femmes, c'est qu'il y a une dimension extrêmement physique. Au départ, ça peut même être une cystite qui va déclencher le vaginisme. Ouais. Et ça aussi, il ne faut pas négliger cette part-là, parce qu'alors on peut peut-être ralentir le diagnostic ou se fourvoyer, partir dans une mauvaise direction. Donc les causes peuvent être absolument diverses, voire multiples. Effectivement. En fait, c'est cette notion un peu, multifactorielle dans la dimension vaginisme. Donc, c'est-à-dire que il y a cette corrélation corps-esprit, effectivement, mais effectivement, dans ce qu'on appelle du vaginisme situationnel, donc quelque chose qui va être la résultante d'un trauma, qui soit psychologique ou qui soit physique. Et d'ailleurs, souvent, il est physique parce qu'on somatise un maximum la douleur et donc on entraîne son corps à l'encaisser. Et in fine, il se braque complètement puisqu'il se met en position de fuite, en position de défense. Et donc là, on entre dans des mécanismes réflexes sur lesquels on n'a pas du tout de contrôle conscient. Et alors qu'en réalité, supprimer déjà une part d'anxiété liée au fonctionnement du corps. Donc moi, par exemple, je retiendrai toujours une information qu'une gynécologue a partagée avec moi en disant que le vagin était en réalité une cavité virtuelle. C'est-à-dire qu'au repos, les parois se touchent chez quelqu'un qui n'a pas de problématique liée, je veux dire, à une hypotonicité périnéale. Mais quand il y a excitation, physiologiquement, la musculature lisse du vagin va se détendre et va permettre la pénétration. Et le clitoris a par exemple un rôle fondamental dans ce processus-là, à savoir qu'il a besoin d'entrer en érection pour envoyer l'influx nerveux nécessaire au corps pour relâcher un maximum la musculature lisse et permettre in fine la pénétration qui est une forme de plaisir interne clitoridien. Et donc, toutes ces notions mises côte à côte, moi, je trouve que ça aide énormément. Et je trouve qu'aussi, il y a une problématique aussi liée à la proprioception. C'est-à-dire que le corps, il a une mémoire surtout du contact. Et donc, s'il perçoit la friction, forcément, il va associer ça à la douleur. Et donc, il va, in fine, déclencher une réaction réflexe, donc de contraction involontaire, qui peut être soit de la dyspareunie, donc des douleurs à la pénétration, ou une possibilité de pénétration. Et donc, quand on a formulé le lubrifiant, on a essayé de faire des produits qui pouvaient fonctionner en synergie et qui pouvaient s'adapter à différents types de proprioception. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient des symptomatologies plutôt externes et donc qui avaient besoin de se rassurer sur l'aspect émollient en externe. Et puis, il y avait des personnes qui avaient une forme de sensation, par exemple, de sécheresse, parce que forcément, quand on n'a pas le relâchement nécessaire, le corps ne peut peut-être pas produire de sécrétion, ou juste parce qu'il y a une prise de pilule, ou diverses raisons, mais le stress est le facteur fondamental aussi dans tout ça.
Donc c'est hyper important de comprendre comment son corps fonctionne pour pouvoir accueillir l'autre. Et tout ça pour en venir à une idée qui est fondamentale, c'est que tu parlais de culpabilité dans le rapport à la sexualité pénétrative partagée avec un partenaire hétéro-cisgenre, mais si tu devais dire, est-ce que tu penses qu'il y a une responsabilité quand même par rapport à la connaissance de son corps et à son fonctionnement, et qui, pour moi, je dis souvent, en tout cas, je ne sais pas si tu partages cette idée, mais dans quelle mesure tu pourrais être d'accord avec ça, je dis souvent qu'il faut reprendre la place du pilote pour pouvoir guider l'autre, en fait, pour qu'il, lui ou elle, puisse prendre la position du copilote. Dans quelle mesure es-tu d'accord avec cette affirmation qu'il faut bien connaître son instrument ou bien connaître son corps pour pouvoir justement évoluer dans une sexualité épanouie? Absolument d'accord, ouais. Absolument d'accord. Et en fait, le constat qu'actuellement, dans beaucoup de couples, peu importe d'ailleurs leur dynamique, c'est pas le cas, parce que je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui de représentation de la désexualité, de ce que peuvent être les sexualités, de ce que peuvent être les formes de plaisir. La seule représentation extrêmement concrète qui puisse être accessible à tous et toutes en termes de sexualité, c'est la pornographie. Et c'est extrêmement limité en termes d'imaginaire et de représentation. Et d'ailleurs, la vocation de la pornographie, c'est pas du tout de procurer du plaisir dans la vraie vie. C'est de procurer des images et Exactement. de faire un maximum d'argent. Donc, en fait, on se retrouve tous livrés à nous-mêmes, avec un corps qui a un instrument de plaisir et d'intimité absolument formidable, dont on ne sait que faire. Au-dessus de ça, il y a énormément de tabous, une morale qui peut être extrêmement oppressante, et aussi en fonction du milieu duquel on provient, ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est peut-être particulièrement vrai pour les femmes qui, en plus, on parle du clitoris, de la vulve, ce sont des organes qui sont relativement cachés, internes, donc souvent, on les découvre un peu plus tard dans la vie, un peu par hasard, ou alors on attend que quelqu'un nous les fasse découvrir. Moi, j'ai beaucoup de copines et j'en fais partie. Je me suis jamais masturbée avant d'avoir un partenaire. Donc, donc en fait, ça, c'est aussi plein de choses qui sont interpellantes. Et forcément, alors, on tombe là-dedans complètement démuni et on tâtonne. Et alors, le tâtonnement, c'est génial, parce que ça permet aussi de découvrir plein de choses. Plein de choses passent par là, mais c'est pas forcément le plus efficace. Ouais, moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, c'est assez interpellant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avoir découvert la masturbation, in fine, à travers un partenaire, une partenaire. Parce qu'il y a souvent une espèce de... Moi, j'appelle ça le trauma fondateur. J'en ai parlé avec Marion Séclin, d'ailleurs, lors de son interview. Et je disais, en fait, il y a un truc fondamental, c'est-à-dire que rien que dans la manière dont on éduque les petites filles, les petits garçons, la petite fille, quand elle va commencer à découvrir son corps, ce qui est complètement légitime et normal et naturel, physiologique, la réaction de l'adulte outré, scandalisé, va instaurer une forme de trauma. Et donc forcément, ça va complexifier l'exercice. Alors en plus, effectivement, avec la génitalité qui est beaucoup moins visible, proéminente, et ainsi de suite, ça complique encore plus les choses. Et moi, je trouve qu'il y a un rôle fondamental de l'information. Et tu parlais justement de l'image, donc tu parlais de pornographie. Donc quand on est effectivement confronté à des images de nudité, et surtout quand elles sont, moi c'est ce que j'appelle, je dis toujours, ne reproduisez jamais ça chez vous, ce sont des cascadeurs, ils sont payés pour le faire, c'est coupé au montage, donc ça crée des injonctions et des scripts sexuels complètement loufoques et farfelus qui ne correspondent pas à la sexualité de tout le monde. Mais je trouve que l'image, l'illustration, en l'occurrence, pourrait être un vecteur extrêmement intéressant, éducatif, qui pourrait, à travers des styles, j'imagine, tu es mieux placé que moi pour en parler, mais avec des styles différents, ainsi de suite. Tu sais, bêtement, on avait formulé dans le cadre quand on a créé la marque, on voulait avoir des ressources éducatives. Et je disais, mais personne ne sait comment faire une toilette vulvaire. Et donc, comment expliciter ça? À un moment, on avait pensé collaborer avec des plateformes et tout. Et puis après, je me suis dit, en fait, à travers des illustrations, ça pourrait être intéressant, parce que l'illustration peut adoucir le trait, peut peut-être accentuer l'information, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que la BD ou l'image en général, en tout cas statique, pas dynamique,
Tu vas me dire d'accord, tu vas peut-être me dire que tu n'es pas tout à fait d'accord parce qu'une BD, ça peut être aussi... Moi, en tout cas, ça a été une énorme découverte dans ma sexualité quand j'ai commencé à pouvoir lire des BD érotiques. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'ailleurs que d'être confronté à des images parce qu'il y a encore l'imaginaire. Est-ce que tu penses que c'est un vecteur intéressant pour l'éducation? À fond, à fond. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'illustration, c'est beaucoup plus inclusif. Parce qu'il y a moyen d'être beaucoup plus dans la suggestion que dans une représentation hyper déterminée. Ça peut être beaucoup plus abstrait et donc rassembler plein de possibilités différentes. Donc déjà, ça, c'est une chose. En effet, c'est plus doux, plus délicat souvent, moins... graphique. Moins graphique, oui. Et y compris, c'est des sujets quand même... je pense qu'il faudrait pouvoir être graphique avec tout ça. Je crois que il n'y a rien de sale dans une vulve. On devrait pouvoir regarder ça en face sans que ça fasse rougir personne. Mais il faut bien admettre que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas du tout envie, là en 2025, de se prendre des gros plans d'une toilette vulvaire en photo dans la figure. Et il faut aussi admettre ces sensibilités-là, les respecter et au contraire essayer d'amener les gens à poser un regard bien plus bienveillant sur leur propre corps et sur ce que ça représente. Et donc l'illustration, pour ça, c'est super. Et je te rejoins complètement pour la BD érotique. C'est vrai que ça, c'est un outil hyper formidable de fantasmagorie. Parce qu'en fait, pour moi, l'essentiel, la différence entre de l'animé et du statique, en BD en l'occurrence, c'est que c'est nous qui choisissons le rythme du montage. Tu peux lire une BD érotique au rythme que tu veux, et s'il y a un tout petit détail dans un coin de case, la façon dont une main est posée sur de la chair qui t'excite, tu peux la regarder 5 minutes, quoi. T'es pas obligé de faire pause, t'es pas obligé de revenir en arrière, t'es pas obligé de t'emmerder avec tout ça. Tu peux feuilleter les pages dans l'ordre que tu veux, revenir, aller plus vite, aller plus lentement. Et en effet, placer par-dessus tout ça une interprétation qui n'appartient qu'à nous, avec des sons, des voix qu'on entend dans nos têtes. Et tout ça favorise beaucoup l'imaginaire qui, en tout cas à titre personnel, prend une place énorme dans mon intimité. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à admettre et à reconnaître. Oui, c'est vraiment fondamental parce que donc moi, quand j'ai découvert ton œuvre, je me suis dit, mais quelle manière fantastique, en fait, au final, de faire accepter un sujet qui n'était pas... parce qu'à travers ce média, on a envie de lire, on a envie de s'intéresser, et donc on va aller effectivement à son rythme. Et donc c'est ça qui est intéressant par rapport, par exemple, à quelque chose d'animé, où tu vas peut-être, le montage va t'imposer un rythme peut-être qui est trop frénétique et ainsi de suite. Mais c'était extrêmement intéressant. Et puis surtout de pouvoir avoir la liberté de matérialiser certaines analogies, des métaphores que tu as utilisées justement que ce soit pour les situations où tu es un peu en questionnement, ou les situations où tu t'imagines des choses. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a la clé vers l'imaginaire et vers la psyché, en fait, de la personne qui souffre. Donc, on peut être plus empathique de ce qu'elle vit. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai... que ça pourrait être un vecteur fantastique, même en matière d'Evras, même pour des publics plus jeunes, de pouvoir justement parler à des jeunes ados de sexualité, voire pourquoi pas à des enfants, parce qu'il y a des illustratrices, je ne sais pas si tu connais Victoire Doux, qui a fait le guide de la faufoune sexuelle avec Julia Pietri. Et donc ça, c'est très chouette. C'est des chouettes, je trouve des choses illustrées pour les enfants, donc qui sont assez accessibles, mais qui rendent en fait quelque chose qui graphiquement en fait engage de la censure tout de suite plus doux, parce qu'il y a un style enfantin et soft, soft, mais en même temps, on montre ce qu'il y a à montrer. Donc c'est ça que je trouve fantastique. Et adapté aussi au goût, à l'univers des enfants, puisqu'il faut aussi toujours s'adapter à son public, quoi. Non, c'est chouette. Pour en revenir un petit peu à ton art et à ton expérience et à ton vécu, on aime toujours un peu ouvrir, le podcast sur des pistes pratico-pratiques et concrètes. Donc, clairement, pour moi, ta BD est une ressource pour parler de vaginisme, clairement, et je l'ai recommandé d'ailleurs à beaucoup de personnes. Mais j'aimerais bien que toi, de ton côté, tu puisses évoquer ou partager avec nous. J'ai pour habitude de poser la question à toutes mes invités. Donc, un mot, donc une information, une voix, ça peut être une personne ressource, quelqu'un que tu as rencontré qui a été déterminante. Et enfin, une ressource, donc ça peut être un outil, un produit,
un guide, enfin que sais-je, un livre, pourquoi pas, des choses comme ça, qui ont été vraiment déterminants dans ton bien-être sexuel et intime. Je vais commencer par un mot, c'est vulvodynie. Et ça, en fait, c'est le diagnostic que ma gynécologue, à partir du moment où j'en ai trouvé une qui était formidable et très bien informée sur ces sujets-là, a pu poser. Et en fait, moi, c'est la vulvodynie qui a entraîné un vaginisme en réaction situationnelle. Donc la vulvodynie, c'est une forme de dyspareunie, donc une forme de douleur sexuelle qui se situe à l'entrée de la vulve ou sur la vulve, qui peut être due à plein de raisons. Un jeans trop serré, une cystite, une petite blessure, une fois où on a eu une pénétration qui aurait entraîné une petite douleur ou quoi. Et comme tu en parlais plus tôt, le corps garde en mémoire cette douleur et déclenche une sorte d'hypersensibilité, même si au départ, l'inflammation a été guérie, quoi. Oui. Et donc, moi, en fait, c'est ça que j'avais avec précision. Donc, c'est ça qui entraînait cette douleur, cette brûlure systématique et qui, forcément, faisait que mon corps voulait se protéger de cette douleur et entraînait la contraction des muscles du périnée. Donc, voilà. Et à nouveau, un mot dont on n'entend jamais parler, alors que ça peut arriver, comme je l'ai dit, à n'importe qui. Je peux peut-être partager juste une petite ressource, un truc, un aparté, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que j'en parlais aussi dans une autre interview, mais à un moment, on avait fait en fait une comparaison entre le nombre de publications qu'il y avait par rapport à tous les troubles sexuels féminins versus juste troubles érectiles. 18 000 publications dans PubMed depuis 1950 jusqu'à nos jours, plus de 800, quelque chose par là pour tout ce qui est dyspareunie, vaginisme, vulvodynie. Donc on a tout mis ensemble. Donc c'est quand même assez interpellant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de recherche pour expliciter toutes ces problématiques, alors que ça concerne plus de la moitié de la population mondiale. Ouais, ça en dit long sur les a priori qui existent et tous les obstacles systémiques qu'il y a autour de ça, qui témoignent aussi d'un patriarcat qui est très profondément ancré dans l'esprit d'absolument tout le monde. Alors, une voix d'abord. Ce serait un podcast qui m'a beaucoup marqué à l'époque où justement j'étais en plein dans le vaginisme, où je me sentais très très perdue vis-à-vis de mon désir, j'avais plus du tout de libido, je savais pas si ça allait revenir un jour, je me demandais si je pouvais être asexuelle peut-être, et que une fois la puberté passée avec son lot d'hormones qui explosent, en fait j'étais pas asexuelle. Enfin bref, c'était assez vertigineux de se poser ces questions. Il y a un podcast que j'ai écouté de Arte Radio qui s'appelle Les chemins de désir de Claire Richard. Et en fait, elle revient de façon tout à fait libre et sincère sur les voies qu'ont pris son désir de son enfance à l'âge adulte, et l'évolution de sa fantasmagorie, de son rapport à la masturbation. Et en fait, c'était tellement raconté avec justement sincérité que c'était hyper décomplexant. Ça faisait un bien fou d'entendre une femme parler de son rapport à la sexualité, notamment solitaire, et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas toute seule, quoi. Oui. D'ailleurs, on n'est pas toute seule. C'est une phrase que beaucoup de personnes me disent après avoir lu Impénétrable. Et je comprends tellement ce que ces personnes veulent dire. Et c'est là aussi tout l'enjeu de pouvoir parler librement et sans honte de ça. Et montrer aussi qu'on n'a pas honte. Moi, c'est pour ça que je voulais assumer l'autobiographie, par exemple. Je ne pouvais pas prétendre faire une BD qui allait parler de ce genre de sujet si j'assumais même pas que ça m'était vraiment arrivé. Impliqué. Pour citer une ressource, alors je reviendrai vers l'EMDR, qui est une technique de psychologie. C'est l'acronyme d'un mot en anglais qui, en gros, c'est une technique qui permet de revenir à des événements traumatiques sans risquer d'être surtraumatisé par le fait de les évoquer. Et ça consiste en fait à distraire un peu son attention avec notamment généralement un mouvement des yeux. Et de libérer une parole qui peut être très très enfouie ou très difficile à évoquer, et de pouvoir... En fait, la psy avec qui j'ai fait ça m'a expliqué une métaphore que je trouvais très juste. C'est les traumatismes, c'est comme des petits cristaux dans notre cerveau. Et le MDR, ça permet de venir tout doucement avec un petit marteau casser ces petits cristaux. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, pour traiter de mon anxiété vis-à-vis de la sexualité qui a résulté des années de souffrance que j'ai eues.
d'absence aussi de sexualité, de culpabilité, enfin de tout ce que je raconte dans le livre. Et voilà, moi, à titre personnel, ça m'a bien aidé. Donc ça peut être une piste pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait de déprogrammer la mémoire du trauma et donc, in fine, d'avoir une influence aussi sur tous les traumas musculaires que le corps en fait a un peu emmagasinés. Et donc c'est pour ça que souvent les approches sont pluridisciplinaires parce qu'il y a des personnes qui vont être aidées par de la kiné périnéale, il y a des personnes qui vont avoir besoin de se réapproprier justement la pénétration par l'usage de dilatateurs, en sachant qu'il y en a de plus en plus doux et qui sont très bien faits, avec des formes qui sont extrêmement rassurantes. Des fois, simplement, le recours à un lubrifiant qui a un pouvoir émollient beaucoup plus important, ça peut aider aussi, parce que du coup, ça déprogramme la première sensation. Donc, tu parlais tout à l'heure de vulvodynie. En cas de vulvodynie, il existe aussi des anneaux de confort sexuel qui permettent de justement créer une espèce de sensation de coussinet, donc plus doux, pour éviter la réaction en chaîne qui va s'en suivre en fait, et donc la contraction après. Et donc il y a effectivement des approches pluridisciplinaires et il n'y a pas de, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas une ressource en l'occurrence qui fonctionne. Le tout, c'est de pouvoir justement se sentir la liberté d'exprimer son mal-être et dire voilà, j'ai besoin d'être accompagné et j'ai besoin qu'on aille au fond aussi de la question, parce que comme tu l'évoquais si bien, il y a une dimension très systémique en fait des douleurs sexuelles et du bien-être intime et sexuel en général. C'est que le vaginisme est un peu la résultante de la vulvodynie qui elle-même peut être provoquée par exemple une toilette inadaptée, comme tu disais encore, des textiles un peu trop serrés, des choses comme ça, des maladies inflammatoires comme l'endométriose. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent au bout d'un moment intervenir, et donc simplement l'ouvrir, encore une fois, c'est un peu le sujet, le leitmotiv de ce podcast. Pouvoir exprimer sa douleur et se sentir légitime, c'est déjà un pas fondamental vers la guérison. Et si tu permets, j'aimerais ajouter une deuxième ressource. C'est le site lesclésdevenus.org. Et en fait, c'est un site qui répertorie plein d'informations autour des dyspareunies et évidemment du vaginisme, notamment des articles de blog qui expliquent ce que c'est, toutes les formes que ça peut prendre. Enfin, c'est très, très complet. Et surtout, ça, je trouve ça hyper utile, c'est un annuaire des professionnels de santé qui sont répertoriés comme informés sur le sujet. Que ce soit des kinés, des sages-femmes ou des gynécologues, entre autres, par région. Donc, ça couvre la France et la Belgique. Ah, cool. Et ça, vraiment, moi, c'est ce qui m'a permis de trouver la gynécologue qui ensuite m'a guérie. Donc, Et donc, c'est une association de patientes, je crois, ou oui. c'est une initiative? Oui, ça a été créé par une femme qui a elle-même souffert de vaginisme. Ça a été créé il y a vraiment déjà 15-20 ans, il me semble. Hein. C'est assez ancien. Oui. Et voilà, c'est un truc bénévole, une initiative citoyenne, quoi. Super. Ok, nickel. Très, très utile. Moi, je tenais particulièrement à te remercier pour ton audace et ton courage à travers cette œuvre qui est vraiment fantastique. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la BD, donc j'invite les personnes qui nous écoutent et qui nous voient d'aller vraiment l'acquérir. Donc, Impénétrable, c'est aux éditions Le Lombard. Merci beaucoup, Alix, pour merci ton Adnan. temps. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me tenait particulièrement à cœur. C'est un honneur. Je suis ravi de t'avoir ici. Merci. Merci d'avoir écouté Extra Labial. Si ces paroles vous ont touché, éclairé ou interrogé, partagez-les pour qu'on n'ait plus jamais à la fermer sur ce qui nous concerne intimement. À très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi extra labial.